Lola Lafont, une fièvre impossible à négocier. Ça fait longtemps que je sais éviter les polices secrètes. Ça fait longtemps que j'ai appris tellement de choses qui ne me servent pas. Je sais parler dans un appartement plein de micros en les déjouant. Je sais passer devant des militaires en étant insoupçonnable. Je sais vivre une vie d'apparence tout en préparant un départ très soudain, presque une fuite. Évidemment, ça ne me sert à rien à Paris actuellement et je n'ai toujours pas d'argent. J'ai lu dans un livre une description de ce qui m'est arrivé en septembre. Je sais pas mal de choses maintenant pour une jeune. Il paraît que mon psychisme a explosé dans un blanc déchiré. Comme dans un John Woo. Je suis décousue, voilà. Je ne veux pas vraiment mourir, mais je ne veux pas rester allongée immobile, la tête tournée vers des chiffres en cristaux bleus qui avancent. Je me relève, et je suis vivante, vivante même si je suis obligée de le dire plein de fois par jour pour que ça marche. Et c'est étrange, mais j'aurai la paix de mon âme décousue dans les groupes radicalement antifascistes. Ça n'a pas commencé parce que je m'ennuyais. Ça n'a pas commencé par une hystérie de vengeance, pas du tout. Ça a commencé quand un jour je me suis réveillée avec le sentiment pesant d'être la seule à penser comme je pensais. Je savais que plein de gens se sentaient comme moi, la seule chose c'est que je ne les connaissais pas. Et un jour de septembre, j'ai été si seule dans mes dégoûts, dans ces petites convictions rabâchées dans ma tête, que j'ai pensé que je pourrais peut-être joindre ceux qui, sur des affiches A4 noires et blanches collées un peu de travers dans mon quartier, dessinaient « La résignation est un suicide quotidien ». Ça m'a paru pas mal. Je ne laisserai plus faire, je resterai debout et je n'aurai pas peur. Au bas de l'affiche, il y avait l'annonce d'un rassemblement le week-end suivant. J'y suis allée, seule, en restant dans le fond, là où les individus sont sans banderole. Une trentaine de personnes marchaient un peu détachées les unes des autres, se parlaient en se croisant. Plutôt jeunes, filles et garçons sans rien de spécial. Ils étaient banals, leurs vêtements sombres et quelconques, ils n'avaient l'air de rien. La plupart d'entre eux portaient un petit sac à dos. Je ne me souviens pas comment ça a commencé, mais ça devait faire un moment que l'ordre des choses avait frémi dans cette manif quand j'ai remarqué que le groupe s'était métamorphosé en silhouette anonyme et filante, un foulard noir remonté sur leur visage masqué d'une capuche. Le reste de la manif avançait, lent et pachydermique, pendant que, derrière, les ombres noires se séparaient en petits groupes ultra rapides. J'ai vu leurs gestes, comme des prises de décision silencieuses. Un des groupes s'est arrêté devant la vitrine d'un magasin Gap fermé. 3 d'entre eux regardaient tout autour, me bloquaient la vue du 4e. Un bruit sourd, puis un tremblement. Ils se sont écartés vite. Comme un orage au ralenti, Gap s'est effondré. Enjambant les débris de vitrine, une silhouette au foulard noir remontée jusqu'aux yeux a sorti des tracts de son sac et les a balancés dans le magasin en vêtements offerts pendant que les alarmes se déclenchaient l'une après l'autre. Puis il a rabattu sa capuche qui avait glissé juste le temps que je voie ses cheveux, et, sans jeter un regard au pull de toutes les couleurs, il est sorti en faisant attention de ne pas se blesser avec les débris de vitres. Je n'avais pas le temps de trop penser ce que je voyais, cette succession de gestes méthodiques qui n'aboutissaient même pas à un pillage. Je ne comprenais pas, mais, comme face à un miroir qui me scannerait de l'intérieur, j'ai reconnu ce que je n'avais pourtant jamais vu. Un autre petit groupe courait, une bombe de peinture à la main, vers une banque toute proche. J'entendais les conseils, les rappels de sécurité qu'ils se lançaient. Même éloignés les uns des autres, ils formaient comme une chaîne, un bloc. Je les suivais et mon cœur venait de se rappeler qu'il fallait se battre. Le capitalisme ne s'écroulera pas tout seul, aidons-le. Tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ces phrases se balançaient, taguées en rouge sur les vitrines brisées de la Société Générale. Puis, à un croisement, une des silhouettes a lancé « On trace !» Et presque simultanément, des hommes en civil ont surgi de nulle part, une matraque au poing, le flingue visible sous la veste de cuir. Je crois que je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Les larmes me sont montées aux yeux, les lacrymos ont rempli l'espace, j'ai vu les ombres noires s'évanouir, des cris, la manif qui court en avant. J'ai dévalé une petite rue qui descendait vers le centre, à bout de souffle. Sur le trottoir d'en face, 4 garçons et une fille, un sac dans le dos, les yeux rouges explosés, sont entrés dans un café. Un des garçons, en t-shirt blanc, m'a jeté un regard, a tassé un sweatshirt noir à capuche dans son sac et m'a fait un sourire malin en me disant au revoir de la main. Ça m'est tombé dessus comme la foudre. Je n'ai pas osé ni su leur demander où, quand et comment on pourrait se revoir. C'est dur de draguer un groupe d'extrême gauche. Je suis allée à 3 ou 4 rassemblements après. Je les cherchais, j'attendais de les revoir, de voir. Je me tenais au courant des déplacements grâce aux affiches collées dans mon quartier. Une fois, c'était en soutien aux Indiens du Chiapas, puis une autre fois pour des Basques prisonniers en France. C'est vrai que j'allais partout, mais qu'en fait, je ne m'intéressais à aucune de ces causes en particulier. Mais un vague sentiment diffus, comme une fièvre que je ne soignerais pas, mais vraiment pas, me demandait qu'il se passe quelque chose. Vite, je peux courir vite, je veux que mon cœur se batte pour moi.